Bienvenue. Cette semaine, pour traiter le sujet de la croissance verte, nous avons eu le plaisir de rencontrer une enseignante-chercheuse. Nathalie Croisgilly enseigne les sciences économiques à l'UTBM. Elle est responsable d'une équipe de recherche en sciences humaines et sociales, dont le nom est Récit. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est la croissance ? La croissance, alors déjà, vous vous en doutez bien, un sujet relativement sensible, à la fois pour les pouvoirs publics et également pour les populations pour lesquelles l'absence de croissance est souvent synonyme de mauvaise santé de l'économie d'un pays. Alors, la croissance, si on veut la définir avec les termes de l'INSEE, puisque c'est effectivement une notion économique qui est définie par l'INSEE, elle mesure l'évolution finalement de la richesse produite sur un territoire au cours d'une période donnée. Alors ça peut être une année, ça peut être un trimestre, etc. etc. Et cette richesse est appelée le produit intérieur brut. Voilà. Et donc la croissance, définie de cette manière-là par l'INSEE, correspond à l'évolution des quantités produites de biens et de services. Donc effectivement, c'est une notion purement économique. Alors, évidemment, il y a eu de nombreuses critiques relatives à l'utilisation du produit intérieur brut comme mesure pertinente de l'état économique, social, environnemental d'un pays. Juste un exemple, des productions qui sont liées à des événements plutôt néfastes pour une société comme des tempêtes, un attentat, un accident, une pollution, eh bien, génèrent finalement des réparations liées à ces événements néfastes. Et donc, cela fait augmenter le PIB. Donc, ce qui est considéré comme une richesse d'un point de vue économique n'est pas forcément quelque chose de positif d'un point de vue, là, pour le coût social. Autre exemple du fait que le PIB n'est pas toujours une bonne mesure de la bonne santé d'une société, par exemple, eh bien, le PIB ne mesure pas certaines activités productrices de richesse, comme par exemple la production domestique, le bénévolat, qui contribuent quand même à une société, mais qui ne sont pas comptés dans la richesse du pays. Et surtout, le PIB ne mesure pas le bien-être d'une société. Par exemple, certains pays, comme par exemple les États-Unis, peuvent avoir l'un des PIB les plus importants du monde, tout en présentant des divisions, des violences sociales importantes, de très fortes inégalités et peut-être un indicateur de pauvreté humaine parmi l'un des plus forts des pays les plus développés. Donc vous voyez qu'on peut avoir une richesse en biens et services sans pour autant avoir un bien-être social et en dégradant effectivement l'environnement. Alors du coup, comment vous pourriez définir la croissance verte ? Alors la croissance verte, elle fait référence justement à la prise de conscience des limites de la croissance économique telle qu'elle vient d'être définie face notamment à l'épuisement des ressources et aux problèmes du climatique. Alors, dans un premier temps, cela nous amène à distinguer la croissance du développement. Et alors, même si le développement a lui-même souvent été considéré comme dépendant de l'augmentation de la richesse économique du pays. Mais depuis les travaux d'un philosophe indien qui s'appelle Amartya Sen, qui a été d'ailleurs prix Nobel, alors avec plein de guillemets parce qu'il n'y a pas vraiment de prix Nobel en économie, mais qui a été prix Nobel d'économie en 1998. Donc depuis les travaux d'Amartya Sen, finalement le développement il est considéré comme une extension de la liberté d'action ou de la capacité à faire des choses, qu'il appelle capacité d'ailleurs. Autrement dit, une extension des possibilités que l'individu a de choisir la vie qu'il souhaite mener. Alors, en parallèle, une réflexion en termes de développement durable s'est développée à partir de la fin des années 1980. Alors, je pense que la définition peut-être la plus connue du développement durable, c'est celle qui est produite par le rapport Brundtland au sein des Nations Unies, qui est définie comme, et je cite, un mode de développement qui répond aux besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs.
Et le rapport Brundtland ajoute, deux concepts sont inhérents à cette notion de développement durable, le concept de besoin, et plus particulièrement des besoins essentiels des plus démunis, à qui il convient d'accorder la plus grande priorité, et l'idée des limitations que l'état de nos techniques et de notre organisation sociale impose sur la capacité de l'environnement à répondre aux besoins actuels et à venir. Est-ce qu'un compromis entre les trois piliers du développement durable est possible? Alors, à l'heure actuelle, si on voulait être schématique, évidemment, il y a trois grandes positions sur cette question-là. Il y a ceux qui esquivent la question, c'est-à-dire qui nient le problème, qui ne veulent pas le voir, car cela remet en cause le modèle de développement actuel. Alors, ce groupe-là habille parfois leur discours pour qu'il soit politiquement correct, mais parfois non. Mais dans tous les cas, ils sont dans une logique de business as usual. Alors, c'est la position que défend, par exemple, sans vergogne, un Donald Trump, qui est loin d'ailleurs d'être minoritaire. Je tiens à le préciser. Donc, c'est un peu après moi le déluge. Pour l'instant, ça me convient comme ça. Et puis, les générations futures régleront les problèmes qui se poseront lorsque ce sera leur tour. Voilà. On a un deuxième groupe de personnes qui sont plutôt partisans de la décroissance. Alors, si on voulait résumer le slogan de la décroissance, c'est le fait qu'une croissance infinie n'est pas possible sur une planète finie. Les ressources étant limitées, on ne peut pas toujours aller de l'avant. Alors ce deuxième groupe met en évidence que le mode économique actuel suppose la croissance sous peine de dysfonctionnement économique et de conflits sociaux importants. Il y a donc une incompatibilité de ce modèle de développement actuel avec les objectifs environnementaux, notamment, pas uniquement, mais effectivement les partisans de la décroissance mettent plutôt l'accent sur ces environnements. Du coup, ils ont conclu que cela suppose de revoir complètement notre modèle de civilisation, fondé notamment sur la consommation de masse et sur l'avoir, et ils prônent notamment la décroissance économique, seule voie possible pour eux de conciliation avec la préservation de l'environnement. Donc ça, c'est plutôt la position d'un deuxième groupe. Alors après, il y a un troisième groupe qui soutient enfin que d'autres modalités de croissance sont possibles, plutôt qu'une perspective de croissance zéro ou de décroissance. Et c'est justement ceux qui soutiennent le principe de la croissance verte dont vous parliez tout à l'heure, ou de la croissance qu'on appelle aussi soutenable ou durable. Par exemple, en favorisant l'économie circulaire ou en faisant des choix de consommation responsables tels que les circuits courts, par exemple. Alors, les deux derniers groupes, les partisans de la décroissance et puis les partisans d'une croissance soutenable, partagent de toute façon l'idée que le modèle de développement actuel ne convient pas, qu'il faut faire quelque chose. Mais ils diffèrent sur l'appréciation de l'incompatibilité ou de la compatibilité de la protection de l'environnement avec la croissance économique. Donc voilà, je ne sais pas si je réponds à votre question, mais voilà, il y a trois positions qu'on peut envisager sur cette question-là. La première position, si vous voulez, elle est fondée sur le fait que le modèle de développement actuel correspond aux intérêts d'une fraction de la population. Et donc, pour cette catégorie de personnes, puisque ça leur permet par exemple, de générer des revenus importants, etc., et que ça leur convient, ils ne voient pas pourquoi il faudrait remettre en cause ce modèle-là. Alors, évidemment, c'est considérer les choses à courte vue, parce qu'il est fort probable que même dans le courant de leur vie, ils seront soumis aux effets néfastes de ce type de modèle. Mais en gros, tant qu'on n'a pas de problème, pourquoi changer ? Effectivement, c'est peut-être une vue court-termiste. Alors, vous savez aussi qu'il y a tout un courant qui nie donc c'est ce qu'on appelle des climato-sceptiques, qui nient les conséquences environnementales de l'activité humaine. Alors, il y a peut-être aussi quelque chose de l'ordre de l'idéologie derrière cette position-là. Alors, soit c'est quelque chose qui les arrange bien, soit ils y croient fermement. Et à partir du moment où on y croit fermement, pourquoi changer ? Puisque on
pense qu'il n'y a pas finalement de conséquences dramatiques de l'activité humaine, en tout cas sur le climat. Pour le dire autrement, il ne nie pas qu'il y a un réchauffement climatique, mais ceux qui défendent une position climato-sceptique pensent que ce n'est pas principalement dû à l'activité humaine. Peut-on envisager de mettre de côté la croissance au profit d'une économie plus durable? Alors, je vais peut-être faire un petit détour par un ouvrage qui m'a posé question au moment où il est paru, un ouvrage d'un philosophe qui s'appelle Yves Pacalet, qui, au milieu des années 2000, je ne sais plus exactement la date, mais a écrit un livre qui s'appelait « L'humanité disparaîtra, bon débarras », où il décrit tout le mal que les hommes font non seulement à la Terre, mais font aussi à leurs semblables. Et sa conclusion est sans appel. Il dit que la disparition de l'humanité est la solution à tous ces maux. Ça ira bien mieux quand il n'y aura plus d'hommes. Alors là, je vous pose la question, est-ce que la Terre sans les hommes a un sens? Alors quant à moi, il ne me semble pas plus raisonnable de choisir l'économie-écologie que l'écologie sans l'économie. Pas plus raisonnable et pas juste non plus. En effet, si on décidait effectivement d'arrêter tout développement économique, eh bien, ça pourrait paraître injuste pour une partie de la population de ça. Pourquoi? Parce que le niveau de vie atteint en Occident, par exemple, c'est le fruit d'un modèle de développement qui est certes insoutenable, mais qui a permis une amélioration quand même de la qualité de vie d'une partie de l'humanité. Donc il serait parfaitement inéquitable de refuser aux pays en développement la possibilité d'atteindre ce même niveau de développement. Donc leur refuser la croissance économique et l'aspiration à un meilleur niveau de vie me semble difficilement justifiable à l'heure actuelle. Donc du coup, la question de est-ce qu'il faut arrêter la croissance économique, elle ne me semble pas être une bonne question. Et pourtant, on sait bien que ces pays qui aspirent au développement vont être les principaux pourvoyeurs, les principaux émetteurs de gaz à effet de serre dans les années qui viennent. Alors, en même temps, rien n'empêche de penser au niveau mondial, aider ces pays à croître tout en limitant les impacts environnementaux néfastes à leur développement économique. Bref, ce que je veux vous dire, c'est que le concept de développement durable ne cherche pas à éliminer l'économie au profit du social et de l'environnement. Il est la recherche d'un compromis soutenable. Alors, évidemment, souvent imparfait, souvent à réviser, souvent à remettre sur l'établi, voir si ce compromis finalement est le bon. C'est-à-dire, il peut être bon à un moment donné ou être, acceptable à un moment donné, mais à améliorer dans l'avenir. Donc ça, c'est le temps incompressible de la transition. C'est-à-dire que peut-être, dans un premier temps, on va quand même accepter plus de croissance économique pour qu'une partie de l'humanité puisse atteindre un niveau de vie qui est, en tout cas, au moins équitable par rapport à celui atteint par les Occidentaux. Et du coup, peut-être accepter temporairement que la priorité, ce soit ça. Mais peut-être que ce n'est pas le cas dans 5 ou 10 ans. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'un compromis à un moment donné n'est pas un compromis valable de tout temps. Donc il faut sans arrêt, en fait, mettre les gens autour de la table pour pouvoir effectivement arriver à trouver ce compromis qui est à réévaluer de période en période. Je ne crois pas trop aux solutions radicales et donc forcément simplistes, mais je crois à la complexité, aux solutions négociées, équitables, ça c'est vraiment important parce que quand c'est pas équitable, de toute façon, ça n'est pas stable. Et au temps nécessaire au changement. Et pour changer, et là je reviens peut-être à ce que je disais tout à l'heure, il faut déjà prendre conscience de la nécessité de le faire et réaliser qu'il y aura des résistances, car certains ont justement intérêt que rien ne change. Et on retrouve le premier groupe dont je vous parlais tout à l'heure. Dans ce rapport de force, je pense que le choix citoyen est absolument essentiel. Il faut remettre le citoyen dans ce choix, dans ce compromis, vous savez, dont je vous parlais tout à l'heure, entre les dimensions économiques, sociales et environnementales. Je ne pense pas qu'elles puissent venir du haut. Je pense que c'est un compromis à chercher avec ceux qui, de toute façon, le porteront, ce compromis. D'où l'importance, justement, de rendre les questions économiques accessible et de favoriser le débat. Je pense que c'est vraiment important parce qu'à partir du moment où on veut débattre, il faut déjà effectivement se saisir des vrais enjeux qu'il y a derrière les questions sur lesquelles il faut faire des choix
des choix qui sont nécessairement sociaux. Nous tenions à remercier infiniment Nathalie Croixville de nous avoir partagé ses connaissances. Merci de votre écoute. À bientôt.